Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Nous sommes le mardi 11 mars et au menu de cette émission, nous irons à Gland où des îletiers pourraient être préférés à la PNR du côté de la municipalité. Un préavis en ce sens sera déposé début mai. Nous irons également du côté de Prangin pour parler du PACOM, ce fameux plan d'affectation communale qui fait tant grincer des dents. Et enfin, à la commune de Genelier pour parler du bilan à mi-législature et de l'élection complémentaire qui se profile à la fin du mois. Mais pour commencer, direction Saint-Cergue. Les Saint-Cergois s'étaient réunis hier du côté de la place fédérale. Le but, faire pression avant un vote crucial concernant les fermetures des bureaux de poste. Nous avons rendez-vous avec Valérie Legrand-Germanier, vice-syndic de la commune de Saint-Cergue. Valérie Legrand-Germanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la vice-syndic de Saint-Cergue et c'est vous qui menez notamment la fronde contre la fermeture des offices de poste puisque la commune de Saint-Cergue est concernée. Et ce matin, vous aviez un espoir sur le Conseil des États, une motion qui demandait le gel justement de ces fermetures jusqu'à ce que la nouvelle loi sur la poste soit sous toit. Cette motion a été balayée. Quelle est votre réaction ? Alors, je dirais pas qu'elle a été balayée. Les débats étaient quand même assez intéressants ce matin et j'en profite pour vraiment remercier tous les intervenants du débat qui nous ont soutenus, qui se sont battus pour que cette motion passe, qui étaient là d'ailleurs hier pour nous accueillir quand le village de Saint-Cergue est allé manifester sur la place fédérale. C'est clair, la motion a été rejetée, c'est une déception pour nous. Le renvoi en commission, la proposition Gapani a aussi été rejetée. Moi, je dirais que le vote était quand même pas si négatif que ça. 17 à 24, c'est quand même pas un si mauvais résultat. Maintenant, c'est sûr, quoi, on en prend acte. On voit que le Conseil des États ne veut pas de cette motion. Ça veut dire que le gel des bureaux de poste n'est pas ordonné pour l'instant. Maintenant, ça exige de nous qu'on soit très attentifs, créatif et puis actif aussi parce que ce qui peut se passer, c'est que la Poste en profite pour donner un gros coup d'accélérateur aux fermetures des bureaux et nous, il faut qu'on soit là, pas seulement Saint-Cergue, mais toutes les communes de l'Alliance, en tout cas, voire plus, pour vraiment faire front et défendre tous ces bureaux de poste et essayer de trouver des moyens de garder cette discussion ouverte sur la scène politique. Le combat n'est pas perdu, il reste quand même une lueur d'espoir au niveau du Conseil des États. Vous êtes une commune du Haut du Jura et justement cet espoir pourrait venir du canton du Jura. Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, il y a cette initiative cantonale qui est sortie pour essayer de donner plus de pouvoir aux communes dans les discussions avec la Poste pour tout ce qui concerne ces stratégies de restructuration. Je pense que c'est très important parce que toutes les communes impactées, toutes les communes qui sont concernées par ces fermetures de bureaux de poste se trouvent face à un vrai diktat. C'est pas du tout de la négociation, c'est pas du tout de la discussion. On se retrouve face à une Poste qui a déjà pris une décision sans connaître à l'avance les réalités du terrain et la possibilité de mettre en œuvre des alternatives. Donc, quelque part, ça fait aucune différence. Il y a des solutions ou pas, ils ont envie de fermer les bureaux de poste. Et on se retrouve très, très démunis en tant que commune et je pense que ça pourrait nous aider à récupérer des leviers. Redonner du pouvoir aux communes dans les choix de fermeture d'office de poste ou pas, c'est pour ça que vous dites qu'il va falloir être créatif, démontrer l'importance. Alors, oui. Avec tous les moyens qu'on peut actionner, il faut qu'on arrive à essayer de continuer ce combat-là et de ne pas juste baisser les bras, fermer les yeux et les oreilles et laisser tous ces offices de poste, fermés. Maintenant, nous, on va se réunir de nouveau avec tous ensemble les 50 communes et puis on va voir ce qu'on peut faire, effectivement.
Hier, lundi, vous étiez allé avec une délégation saint-sergoise, une cinquantaine de Saint-Sergois en direction du palais fédéral. L'objectif, c'était lequel? Faire pression, rencontrer les conseillers aux États vaudois? Alors oui, je tiens à dire que c'était vraiment c'était une journée magnifique et c'était un grand moment pour les habitants. Il y en avait qui n'étaient jamais allés jusque sur la place fédérale. Il y en avait d'autres qui n'avaient jamais manifesté. Ils ont été vraiment très très heureux parce qu'on a pu avoir cet échange avec les élus du Conseil des États qui nous soutiennent, qui se sont battus ce matin. Et ça permettait aux habitants de voir que même si Berne, c'est loin, même si la politique fédérale, ça paraît inatteignable, ben, il y a des gens qui sont là pour relayer des besoins, pour relayer des préoccupations. Et ça a été vraiment très, très bien. C'était l'occasion aussi pour nous de remercier ces élus qui sont là derrière nous, qui nous relayent et qui nous aident. Et puis, on a eu un très très bon retentissement médiatique. On est très reconnaissant pour ça aussi. Je veux dire, les médias régionaux et locaux jouent vraiment le jeu et comprennent vraiment l'ancrage de cette préoccupation dans le cœur de chacun d'entre nous, de toutes les communes concernées. Et voilà, le but était vraiment de montrer qu'on fait à notre niveau tout ce qu'on peut pour essayer de peser sur ce débat. Alors, c'est le jeu de la politique, on gagne, on perd, mais on n'est pas découragé pour autant. La prochaine échéance pour vous, pour cette alliance des communes contre la fermeture des offices de poste? Alors, le détail des lignes, je ne peux pas vous les donner parce que, comme je le disais, on verra à 50 ce qu'on va décider de faire. Mais je pense qu'on a quand même une échéance qui arrive qui peut s'avérer assez importante, c'est celle de la nomination du nouveau directeur général de la Poste, celui qui est en charge en poste aujourd'hui va quitter à la fin mars. Et quelqu'un de nouveau va arriver. Et là, je pense que c'est l'occasion pour toutes ces communes de vraiment faire remonter leurs préoccupations et leur opinion vraiment jusque tout en haut, puisque aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de volonté politique claire de redéfinir une stratégie qui convient à la population, on va aller le dire aux managers, puisqu'aujourd'hui, quelque part, la politique a un peu délégué au management la question de ce qu'est le service public. Ça a été dit très clairement ce matin pendant les débats, et je pense que c'est l'une des premières actions qu'on va envisager. Ouais. Eh bien, c'est des actions qu'on suivra avec New Région Télévision. Valérie Legrand-Germanier, vice-syndic de Saint-Sergue, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. Allez, direction Genelier pour parler du bilan à mi-législature de la municipalité et de l'élection complémentaire qui se profile pour la fin du mois. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir André Darmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de la commune de Genelier et Jean Zucchello, municipal également de cette belle commune de Genelier. Messieurs, bienvenue sur le plateau de FC Politique. Merci pour l'invitation. Alors, c'est parti. On parle évidemment de ce bilan à mi-législature. C'est une carte postale de Genelier. Vous avez donc présenté ce document et il est intitulé « Bilan de 3 ans de législature ». Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se dégage de ce bilan ? Bonne question. Donc, c'est un bilan qu'on a fait juste un peu pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pendant cette législature, c'est un bilan de 3 ans parce qu'au départ, quand on a voulu faire une mi-législature et puis le temps avançant, finalement, le temps qu'on le sorte, finalement, c'était 3 ans déjà qui étaient là. On a dépassé la moitié. L'élection, c'est l'année prochaine. Et puis, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans tout ce qui est route, par exemple, donc on met en place des trottoirs, donc dans la mobilité douce, on est pas mal actifs, on a plein de projets qui se sont mis en place dans cette première partie-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier qui vous a attiré, parce que vous avez vu que c'était quand même un gros dépliant. Oui, tout à fait. Alors pour moi, il y a un mot-clé qui se détache de ce bilan à mi-législature, on va le dire comme ça, c'est le mot écologie.
On sent que c'est une préoccupation communale. On va en parler peut-être avec Jean Zucchello. Mais effectivement, l'écologie, c'est important. L'eau, c'est important. C'est un gros enjeu pour Genolier. Oui, je crois qu'on est sensible là-dessus. Puis c'est quelque chose qu'on avait déjà attaqué déjà la législature précédente. Donc chaque projet, on a une petite sensibilité, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus durable, mais c'est dans tous les domaines. Et là, maintenant, on a mis au point, donc on a participé à ce qu'on appelle le PEC, donc c'est le programme Énergie et Climat communal, et ça ne modifie pas obligatoirement ce qu'on fait, mais ça nous donne un fil rouge sur tous les aspects. Ça peut être les déchets, ça peut être l'énergie, ça peut être la manière de construire, ça peut être... donc il y a plein de choses qu'on a en tête grâce à ce programme, à ce plan pour les 4-5 ans à venir. Alors justement, on va en parler tout de suite de ce fameux PEC. Jean Zucchello, alors, recherche de nouvelles ressources, on parle d'eau, gestion des sources existantes, traitement de l'eau, rénovation et optimisation des installations, par exemple la station du Menton. Là, je vais dire quelque chose de facile, mais ça amène de l'eau à mon moulin, de cette essentialité de ce liquide, de l'eau pour la commune de Genolier. Oui, alors c'est devenu, par la force du climat qui s'installe, on parle globalement de réchauffement climatique. Donc le souci, on voit pour les années à venir, c'est vraiment de devenir autonome en ressources d'eau. Et puis on a eu plusieurs cas quand même depuis que je suis à la législature, depuis que je suis à la municipalité, pardon, depuis 2011, où les ressources en eau étaient insuffisantes. On a dû mettre en place des restrictions, on a dû s'approvisionner plus que nécessaire à l'eau du lac via la Sapan. Donc tout ça a quand même sensibilisé la municipalité et la population par la force des choses qu'il fallait s'engager pour trouver des ressources nouvelles. Donc les projets en cours sont assez nombreux pour pallier à ça, et c'est un peu dans le bilan de législature. Peut-être qu'il y en a un qui manque, c'est la recherche de nouveaux captages sur notre territoire communal qui est en plein essor, puisque nous avons des forages en vue ces prochains jours. Eh ben voilà, une information pour les habitants de Genolier s'ils ne suivent pas les actualités communales. On a parlé tout à l'heure du plan énergie et climat communal avec un état des lieux et surtout un profil de cette commune de Genolier qui était dressé. Alors ce profil, c'est lequel en quelques mots? Un profil, je ne sais pas comment le comparer aux autres. Disons que nous, on fait au mieux de notre conscience de voir ce qu'on peut faire, mais je pense que très tôt, on a attaqué, je dirais par exemple, au niveau de l'éclairage public, où on a réduit la consommation fortement. On est passé au LED il y a bien quelques années, et puis on a coupé l'éclairage de la nuit aussi. Donc on a été une des premières communes à baliser cela. Donc à partir de minuit et demi, il n'y a plus d'éclairage public. Et puis... je pensais avoir des plaintes d'habitants, mais c'est le contraire, c'est que les habitants, on n'avait pas coupé chez eux, ils m'ont appelé pour dire « Ouais, mais pourquoi chez nous, c'est pas comme ça ?» Donc, ça rejoint finalement le mot-clé que j'avais dit en début d'interview, hein, l'écologie, les ressources naturelles, c'est essentiel pour Genolier. Au bilan également, évidemment, le 5 rue de la Gare, ce fameux bâtiment qui abrite la pharmacie et ce projet de création de 4 appartements. Alors, vous avez été tensé au dernier conseil, puisque vous avez déjà acheté des containers que vous proposiez d'acheter justement au conseil. Est-ce que la municipalité des fois va trop vite, bypass peut-être le législatif? Est-ce que vous allez trop vite? Non, je pense que là, il faut vraiment relativiser. Là, on en parlera tout à l'heure, mais disons qu'on est dans une phase où on va avoir une élection complémentaire. Donc, il y a 2-3 conseillers qui ont essayé de se gonfler là-dessus. Mais je dirais que non, ce qu'on a fait là, c'était simplement que... donc, on a eu le préavis pour la transformation de la pharmacie, et il y avait encore un doute sur où on allait mettre la pharmacie.
pendant cette année de construction. Et puis au moment de présenter le préavis, on n'avait pas cette information-là. Donc, au fur et à mesure, on a cherché des solutions, de les mettre un peu à droite à gauche. Et puis, ce qui s'est profilé le mieux, c'était de les mettre dans des containers qu'on loue, qu'on n'a pas achetés. Et puis que ça permette. C'était win-win pour la pharmacie et pour le Genolier. Je pense que si on avait perdu la pharmacie pendant une année, on aurait vraiment eu un problème avec notre population. La population est contente d'avoir cette pharmacie-là, et donc on a pris les mesures qu'il fallait pour le faire. Maintenant, c'est quelque chose qu'on avait déjà annoncé au conseil communal. C'est quelque chose, voilà, le temps qu'on finalise tout ça, il y a eu les fêtes, et puis on l'a formalisé, disons, à la dernière séance du conseil communal. Alors c'est clair que de temps en temps, ça peut vexer parce que c'est un peu... les containers étaient déjà en place. Mais voilà, ils n'ont pas proposé d'autres alternatives, on aurait dû faire différemment, etc. Donc, un mouvement d'humeur. Un mouvement d'humeur, et puis juste de dire, voilà, et puis il y a des moments quand on est à l'exécutif, il faut qu'on prenne nos responsabilités, et puis qu'on avance. Et voilà, je pense qu'on a fait vraiment au mieux pour la population, et c'est toujours la population qu'on a en tête quand on prend des décisions. Alors, autre point important, c'est la santé financière de cette commune. Jean Soukello, vous êtes le municipal en charge des finances. Alors, en quelques chiffres, cette commune de Genolier, c'est 2000 habitants, un budget 2025 de environ 15 millions, avec tout de même un petit excédent de charge, un demi-million, et un autofinancement négatif de 250 000 francs. Mais, vous le dites, ce sont des finances saines. Oui, parce que par précaution et par habitude avec nos prédécesseurs, nous avons pour règle de ne pas inclure ce qu'on appelle les ressources fiscales aléatoires, les droits de mutation, les gains immobiliers et les successions. Ce qui rééquilibre les comptes, généralement. Qui couvre, fait du bénéfice. Qui couvre largement ce déficit mineur que vous venez de citer. Donc on est tout à fait serein au niveau du résultat futur de notre année 2025 même. On peut classer Genolier dans la catégorie des communes dites riches? Je la classerais dans les communes bien portantes, dans le sens où on a des ressources à tout niveau, une population fiscale qui n'est pas excessive, qui dépendrait d'une seule ou de deux personnes, mais elle est très équilibrée, mais au niveau supérieur. Voilà. Donc, elle a cette chance. Elle a cette chance. Le futur, les enjeux du futur, vous aviez abordé la thématique de la mobilité. Est-ce qu'un des enjeux pour la commune de Genolier, c'est d'avoir par exemple une deuxième gare du train rouge directement en bas de la clinique de Genolier? Alors aujourd'hui, on est la seule commune à avoir 3 gares sur le parcours d'Union Saint-Cergue. Donc on a la gare au village, on a Suchâtel et puis on a la clinique. Et là, on a des gros travaux d'infrastructure qui sont en cours. L'Union Saint-Cergue a investi près de 11 millions de francs suisses pour cette rénovation de la gare. Ça amène aussi quelques nuisances, donc on demande à la population d'être patiente. On va avoir une belle gare quand on aura terminé, mais c'est clair que le travail de nuit, pendant la journée, je veux dire, c'est pas évident pour les usagers, pour les voisins. Et puis pour la gare de la clinique, elle va être aussi rénovée pour qu'elle soit aux normes par rapport au passage, pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'ils puissent... Mais on a un bon partenariat avec l'Union Saint-Cergue. C'est un enjeu, donc, cette mobilité pour vous, ou est-ce qu'il y a un autre enjeu? Oui, je pense alors tout ce qui est mobilité douce, tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, on est en train de travailler aussi sur une piste cyclable entre Genolier et Nyon. Donc ça, c'est à l'horizon 2032, donc il faut voir à long terme. Donc il y a la première partie qui se fera jusqu'à Duyé, puis après ça sera notre partie à nous. Mais ça n'empêchera pas que d'ici là, on pourra déjà faire des aménagements pour faciliter ce trafic de mobilité douce, donc vélo, à pied, etc. Donc c'est quelque chose qui nous touche. Je dirais que là, les grosses infrastructures, je disais en introduction, sur les trottoirs. Donc là, on est en train de terminer un trottoir qui part du village jusqu'à la clinique.
Donc ça permettra aussi aux gens de soit descendre de la gare, de la clinique, puis de rentrer chez eux, soit de remonter vers la clinique à pied. Donc ça, c'est quelque chose qui a été demandé par la population aussi. Et puis donc sur tous nos axes. Peut-être fait. Voilà. On a un projet aussi de voie verte entre Genolier et Givrin pour essayer de faciliter et les vélos et à pied, mais on voit qu'il y a des résistances, soit des oppositions, soit physiquement de pouvoir trouver la place pour le faire. On est de plus en plus coincés. Et oui, ça prend de la place. Ça prend de la place. Les terrains sont rares. Les terrains sont rares, ils sont chers. Ils sont chers, même pour Genolier. Il y a une complémentaire qui se profile, hein, Jean Tsoukelo. Vous avez décidé de démissionner après presque 3 mandats. Pourquoi vouloir démissionner de l'exécutif de Genolier? Alors, c'est un peu une résultante, comme on le dit en géométrie. Quand on tire les conclusions de relations à l'intérieur du collège municipal et que la compréhension ne se manifeste pas, on en tire les conclusions comme tout adulte devrait le faire. Et puis que ma place n'est plus dans ce collège, donc j'ai décidé de le quitter avant l'échéance de la législature. C'est fort ce que dit M. Tsoukelo. Ma place n'est plus dans l'exécutif. Alors, M. Tsoukelo a agi pendant 14 ans donc, dans notre collège municipal, et puis a fait plein de belles choses. Et puis voilà, maintenant on a un tournant où on évolue, où il y a une élection aussi qui se profile pour l'année prochaine. Donc finalement, le timing qu'a choisi mon collègue Tsoukelo pour partir maintenant avant la fin de la législature, finalement c'est un atout, je dirais, pour la municipalité. Ça nous permet maintenant de déjà retrouver... Excusez-moi, il utilise quand même des mots assez forts. Il dit qu'en gros, il n'y a pas de communication au sein de cette municipalité. Je dirais que c'est pas qu'il n'y a pas de communication, c'est qu'il y a eu certains sujets où on n'était pas d'accord sur les positions prises, et puis voilà, il y a des moments où ça peut être le cas. La plupart du temps, on est quand même sur, je dirais, 99% des sujets. Il faut voir qu'on prend à peu près 2000 décisions par année dans une municipalité, et puis qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on essaye de faire le mieux. Mon rôle en tant que syndic, c'est d'essayer de fédérer tout le monde, de voir que notre... je dirais, les employés communaux, on a une quinzaine d'employés, soient heureux de venir aussi au bureau, de venir travailler au bureau ou à la voirie ou à l'extérieur. Et puis là, je peux dire qu'on a aussi une très belle ambiance, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux, au niveau du village. Jean Tsoukelo, vous voulez réagir? Non, je crois que j'ai résumé assez bien les raisons pour lesquelles vous partez. J'ai souhaité, mais sereinement, parce qu'avec une distance, c'est une chevauchée, on peut appeler ça comme ça, d'environ 6 mois, qui m'ont amené en fin d'année à prendre cette décision, et puis je l'ai remise en toute bonne harmonie à la première séance de municipalité de l'année 2025. Et je suis serein avec cette décision, donc je regrette pas, étant donné l'attitude de mes collègues, on va dire ça comme ça. Un divorce consommé. Ouais, et si j'ose rajouter aussi, donc j'aimerais remercier aussi M. Tsoukelo, parce qu'il aurait pu partir aussi du jour au lendemain puis dire ok, voilà, j'ai fait mon temps, je m'en vais. J'en ai marre. Et puis il a assumé quoi, jusqu'à donc c'est effectif quoi, au 31 mars. Dans quelques semaines, et puis voilà, il prend à cœur la formation du nouveau boursier, il est présent aux séances, participe jusqu'au bout, et puis même peut-être, donc il faut aussi souligner qu'il va rester encore donc, au CAD, donc au chauffage à distance, il a un mandat là-dessus, puis donc il a très généreusement proposé de continuer, puis que le reste du collège a donné, donc il faut accepter. Et donc, il faut juste voir que c'est une transition. Comme les passages, c'est pas toujours facile, mais je trouve qu'il
qu'il le prend sereinement, et j'aime bien ce terme-là aussi, puis que nous aussi, on le prend sereinement et on passe à la prochaine. Là, maintenant, c'est clair que c'est triste de le voir partir parce qu'on savait aussi ce qu'on avait. Et d'un autre côté, voilà, on a un nouveau collègue qui va arriver. Et on ne sait pas, justement, c'est chaque fois la surprise, quoi, je veux dire. Alors justement, ces élections qui auront lieu le 23 mars prochain, 4 candidats, Nicolas Albi, Grégory Favre, Barbara Doher, Nicolas Bollet. Ouais. La municipalité a un chouchou. Voilà, c'est Yannick Albi, juste pour corriger. Et puis, la municipalité a un chouchou en la personne de Grégory Favre, je dirais, où on a été le chercher. On avait entendu qu'il s'intéressait déjà pour 2026. Et puis, quand ça s'est précipité avec qu'on aurait besoin de quelqu'un de plus tôt, donc on l'a contacté et puis on lui a dit peut-être qu'il faudra se mettre au fourneau plus tôt. Et est-ce qu'il serait d'accord? Et puis c'est quelque chose c'est une personne qu'on connaît bien, je dirais, de par le conseil communal. Il a été à la commission des finances et que chaque fois, même si on n'était pas toujours d'accord sur les enjeux, à chaque fois, c'est une personne qui écoute et qui peut éventuellement changer d'avis en ayant plus d'informations. Plus que, excusez-moi, oui. Plus qu'un député UDC, par exemple. En la personne évidemment de Nicolas Bollet. Ouais, Nicolas Bollet, non, je pense que Nicolas Bollet est aussi une bonne personne. Et au moment où on a choisi Grégory Favre, je veux dire, on a pensé que Grégory Favre serait plus conciliant avec le reste du collège. Plus soluble. Plus de travail en équipe, je dirais, mais pourquoi pas, je veux dire, Nicolas a ses qualités aussi. Et puis qu'on connaît aussi depuis longtemps. Et puis voilà, maintenant la course, c'est la population qui décidera. Et puis on fera avec celui ou celle qui sera élu. Et ben voilà, j'ai envie de compléter par un élément positif, oui, si je peux me permettre, c'est que de voir 4 candidats se présenter à ce poste et l'intérêt qu'ils ont pour la tâche publique, je veux dire, ça nous réjouit parce que ce n'est pas la situation normale dans les communes vaudoises. Oui, ça montre la vitalité communale au niveau politique. Voilà. Et ben voilà, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de FC Politique. André Darmon, syndic de la commune de Genolier, et Jean Zucchello, municipal démissionnaire de cette même commune de Genolier. Merci de nous avoir reçus. Merci pour l'invitation. Merci, messieurs. Et c'est parti, direction Prangin, pour parler du plan d'affectation communale en compagnie de mon invité, François Croul. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller communal au sein de l'Alliance libérale de Prangin et que vous avez vous-même déposé une opposition contre ce plan d'affectation communale. On va en parler, mais tout d'abord, un PACOM, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, un plan d'aménagement communal, c'est en fait ce qui va régler la construction, l'évolution urbanistique du village pour les 15 prochaines années dans le cas particulier. Ça comporte un plan d'une part et puis deuxièmement un règlement des constructions, enfin, ce qu'on appelle le règlement du PACOM qui va gérer ou définir les critères ou les contraintes aussi relatives à la construction des bâtiments. Alors on va préciser le contexte, toutes les communes vaudoises doivent s'y frotter, ça découle de la loi sur l'aménagement du territoire et le PACOM pranginois a un objectif, fixer les règles destinées à garantir une évolution du territoire communal en alliant qualité urbaine, renforcement de la biodiversité et préservation de l'environnement. Alors là, une visée noble à la base. Oui, une visée noble, mais il manque l'essentiel. C'est une des choses que je reproche d'ailleurs à ce PACOM, c'est la pesée des intérêts. On n'entend pas dans ce que vous venez de dire, ce qui a été communiqué par la municipalité, des possibilités dans le territoire pranginois conduisant une densification vers l'intérieur et notamment à l'aménagement ou la modification des maisons individuelles pour offrir plus de surface
habitable et de logement finalement. Alors ce PACOM fait grincer des dents. Évidemment, vous venez d'évoquer l'urbanisme. Alors les reproches en général, c'est on sous-densifie certaines zones, on en surdensifie d'autres et on met sous cloche une partie de la commune. C'est ça, on met sous cloche la commune. C'est probablement dû au profil des personnes qui ont travaillé sur la préparation de ce PACOM. Mais effectivement, on va beaucoup plus dans la direction d'un village hyper protégé, avec plus d'arbres, plus de verdure, moins de produits phytosanitaires, de choses comme ça, ce qui, pour certaines choses, est évidemment bien. Mais de nouveau, en oubliant l'évolution du village, la possibilité de l'agrandir, d'avoir plus de monde, plus de recettes fiscales, par exemple, aussi. Alors évidemment, à Prangin, on s'imagine bien que la majorité des habitants sont des propriétaires. Vous-même, je crois que vous êtes propriétaire et vous avez donc épluché ce PACOM. Votre opposition contre une quarantaine de points, et tout y passe. Hein. On parle de la couleur des toits, des chemins pédestres, du stationnement, etc., etc. Tout est à jeter dans ce PACOM ou est-ce qu'il y a quand même des bonnes choses? Alors, il y a plein de bonnes choses. Il y a des personnes très compétentes qui ont travaillé à la préparation de ce PACOM. Donc, il y a énormément de choses qui sont utiles. Mais de nouveau, c'est un PACOM et un règlement surtout qui est déséquilibré et qui contient de nombreuses erreurs, qui contient de nombreuses imprécisions, beaucoup de flou, beaucoup trop de marge de manœuvre ou de possibilités d'appréciation de la part de la police des constructions pour des choses qui ne devraient pas laisser la place à l'interprétation. Donc ça, c'est un des points importants. Il y a beaucoup de points aussi où on doute de la légalité de dispositions par rapport soit aux lois, soit à la jurisprudence qui prévaut aujourd'hui. Donc il y a plein de petites choses. Je ne suis pas le seul à avoir fait des oppositions. Il y a eu, je crois, une cinquantaine d'oppositions déposées. C'est vrai qu'on s'est aussi coordonné entre habitants, notamment dans le cadre de l'Alliance libérale de Prangin, pour échanger, pour prendre des points de vue et pour essayer d'avoir une intervention coordonnée au niveau des oppositions, de manière à ce que ça puisse être traité maintenant avec la municipalité et d'éviter d'arriver au conseil communal le jour où le PACOM devra passer par le conseil communal, parce que c'est le conseil communal qui validera, qui votera ce PACOM ou pas. Et donc c'était préférable, et on s'est rendu compte que oui, c'était préférable de signaler nos oppositions dans le cadre de la procédure d'opposition plutôt que d'attendre le volet politique. Alors on va parler du volet politique, mais en gros de ce que l'on comprend et de ce qui est dans votre position, vous dénoncez des changements de règles du jeu massives, hein, et vous parliez des oppositions, 47 oppositions ou opposants à ce PACOM. Est-ce que c'est un nombre particulièrement élevé ? Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, donc je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Je dirais que les oppositions, parce que elles sont publiques, elles faisaient partie du dossier, allaient plus ou moins toutes dans le même sens, les mêmes préoccupations sur des affectations de parcelles en zone à haute densité, par exemple. Je dirais que sur les 47 oppositions, il doit y avoir une dizaine de points essentiels sur lesquels le traitement des oppositions va devoir travailler et trouver probablement des compromis. Alors, donc, ce PACOM, ces oppositions ont été dévoilées, en tout cas le nombre au dernier conseil communal. Quel était l'esprit, l'état d'esprit des conseillers communaux mercredi dernier ? Alors, par rapport au PACOM, c'était une information qui je crois qu'elle a surpris personne, parce qu'une bonne partie des conseillers communaux étant informés de cette procédure de PACOM, s'étaient intéressés à intervenir ou à déposer des oppositions. Donc je crois que ça a surpris personne. Moi, je pense que l'attitude générale, ça va être de travailler maintenant dans le traitement des oppositions pour essayer de convaincre la municipalité des points qui frottent et puis de voir ce qui se passe.
Alors vous l'avez dit, hein, vous faites partie de l'Alliance libérale de Prangin, vous avez 2 municipaux au sein de la municipalité justement. Est-ce que c'est facile de faire remonter vos oppositions, vos remarques sur les points litigieux de ce PACOM ? Alors c'est compliqué d'une part parce que alors nous, on échange évidemment avec nos municipaux, ils sont au courant de notre position, ils étaient informés j'ai pas le souvenir qu'ils aient participé à la soirée qu'on avait organisée en interne pour échanger sur les points du PACOM. D'un autre côté, ils sont membres d'un collège, donc ils respectent la confidentialité des débats du collège. On ne sait pas trop quelle est leur position, la position qu'ils défendent. J'imagine qu'elle est alignée avec ce qu'on a discuté entre nous. Mais le fait est qu'ils sont 2 sur 5, donc le reste de la municipalité, elle est clairement de gauche ou gauche verte. Donc, quoi qu'il arrive, ils seront probablement systématiquement minorisés dans leur tentative d'équilibrer le PACOM vers les points dont je parlais au début, la possibilité d'agrandir, de construire. C'est intéressant ce que vous dites. Pour vous, la municipalité pranginoise est gauche verte. Oui, verte, dans le sens, il suffit de lire le PACOM, il est clair. Il y a zéro allègement, ou pratiquement zéro allègement dans le règlement vers une possibilité de construire plus moderne, qui rendent les agrandissements plus faciles. Je pense tout bêtement à la surface de toit affectée à des fenêtres, à ce qu'on appelle des Velux. Ça n'a pas changé, c'est toujours 5% de la surface d'un pan, si j'ai bonne mémoire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aménager un comble de manière correcte, ou en tout cas l'éclairer de manière correcte. C'est un exemple parmi probablement une trentaine de points pour lesquels le règlement n'apporte aucune modernité par rapport à l'état actuel du règlement qui est de 83. On a l'impression qu'il y a aussi des réminiscences de cette défiance entre le législatif et l'exécutif. Est-ce que là, ça fait ressortir finalement les vieilles histoires du tiroir ? Sur ce point-là, je ne pense pas, non. Je pense qu'il y a vraiment une insatisfaction légitime par rapport à ce que le PACOM propose. Je peux vous donner un exemple typique qui est, je pense, révélateur du mécontentement qu'on peut avoir. Il y a 3 ans, dans le cadre de ce processus de préparation du PACOM, la municipalité a demandé au conseil communal qui a accepté un crédit pour une étude qualitative de l'urbanisation à Prangin. Ce rapport a conclu notamment qu'il était hors de question de densifier les zones de villa, que c'était inapproprié, mais le terme était, sauf erreur, même un peu plus fort. Et on voit dans le PACOM qu'on nous propose aujourd'hui que précisément une partie de cette zone villa est densifiée à un IUS, donc un indice d'utilisation du sol qui passe de 0,2 à 0,625, oui, 625, ce qui est énorme, dans une zone de villa qui devait ne pas être densifiée précisément. Donc il y a un discours, 2 poids, 2 mesures. De nouveau, c'est un exemple parmi d'autres de l'insatisfaction, à mon avis légitime, que beaucoup de personnes peuvent avoir par rapport au contenu de ce PACOM. La suite de l'agenda concernant ce PACOM, c'est lequel ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de PACOM, de nouveau, mais il devrait revenir devant le Conseil. Alors, les oppositions vont être discutées, donc c'est une phase de conciliation. Ensuite, il va, à ma connaissance, être présenté au Conseil, à moins que la municipalité décide de modifier son règlement et de refaire un tour de validation par les autorités cantonales. Ensuite, le Conseil devra, d'une part, lever les oppositions, c'est sa décision. Ensuite, probablement traiter le règlement article par article, l'amender s'il le souhaite. Et puis ensuite, le résultat va être soumis à un délai référendaire qui sera de 10 jours, si j'ai bonne mémoire. Et si le référendum n'est pas lancé, ça repartira au canton. Donc, il y a encore... Pour validation définitive, signature et application. Ben voilà, il y a encore énormément d'allers-retours possibles avec ce PACOM à Prangin qui fait grincer des dents. François Krull, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Restez avec moi parce que le sujet suivant va vous intéresser. Prangin fait partie de Police Nyon Région et hier, la municipalité, dans une réponse à un postulat concernant la sécurité en ville de Gland, eh
bien, l'exécutif glandois annonçait vouloir conclure un contrat de prestation complémentaire avec la police cantonale vaudoise, soit le déploiement de 3 gendarmes îlotiers chargés uniquement de la surveillance du territoire communal. On écoute Gérald Cretoni, en charge de la sécurité de la ville. Aujourd'hui, on souhaite pouvoir bénéficier d'une force supplémentaire pour pouvoir appréhender, d'une part, d'avoir une visibilité certainement plus forte, et d'autre part, pour pouvoir avoir directement un contact avec la population. Le système des îlotiers, c'est effectivement des gendarmes qui sont totalement équipés et qui ont toutes les compétences d'un gendarme traditionnel, mais qui sont dédiés uniquement au périmètre de la ville de Gland. Un COPIL sera créé, on appelle ça des bureaux opérationnels. Et ce bureau opérationnel permettra de coordonner finalement l'effort tant des équipes de l'administration que de la gendarmerie. Avec Police Nyon Région, on rentre dans une association intercommunale, ce qui veut dire malgré tout que la municipalité, quelque part, perd un peu le contact avec sa sécurité, parce que c'est celle qui est mise en place par l'association et pas par elle-même, alors qu'ici, dans le cadre des îlotiers, nous avons une gestion qui se passe en collaboration entre la gendarmerie et la municipalité. Un policier qui est attribué par le canton, un gendarme, coûte environ 250 000 francs par unité. Ici, nous avons 3 îlotiers. Et à ce montant total seront déduits des participations de la commune par d'autres moyens, par des moyens tout simplement, par exemple de mise à disposition de locaux, des choses de ce type-là. Alors l'entrée en fonction est prévue dès le début de l'année 2026. Une réaction à ce qui vient d'être dit, c'est une bonne idée, ces gendarmes îlotiers, ou mieux vaut-il rejoindre une association de police intercommunale comme Prangin? Alors moi, je suis un inconditionnel des associations intercommunales. Je m'étais battu avec d'autres pour éviter que Prangin sorte de la région de Nyon. Donc je suis un petit peu étonné de la décision ou de la réticence de Gland à profiter de la police Nyon Région, qui fonctionne très bien à ma connaissance, mais après c'est une affaire glandoise. Ben voilà, on restera sur ces mots. François Croul, conseiller communal à Prangin, membre de l'ALP. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. Et merci. Quant à nous, on se retrouve dès vendredi pour une émission spéciale consacrée à la vie des conseils communaux de Nyon et de Gland. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous retrouvez Andrea Braslopo. À bientôt.